L'enregistrement est parti. Parfait, merci. Martin, t'es prêt? Toujours. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier de Martin Parent, évaluer pour le bien-être de l'élève. Alors, ça me fait plaisir de vous le présenter. Martin est un conseiller pédagogique qui œuvre au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, au CECCE. Il a aussi été enseignant de cours de sciences et de mathématiques au cycle intermédiaire et supérieur pendant plusieurs années. Il occupe présentement le poste en développement, innovation, créativité et engagement au CECCE. Martin espère pouvoir partager son amour de la pédagogie et de la science de l'apprentissage avec tous les enseignants qu'il côtoie. Lors de ses accompagnements avec ses enseignants, il souhaite mettre en évidence le pourquoi d'un enseignement efficace, ainsi que de promouvoir une pédagogie intentionnelle basée sur la recherche. Sa maîtrise en neuroéducation à l'Université de Lethbridge, en Alberta, lui a permis de constater les nombreux ponts qui peuvent se tisser entre la recherche en psychologie cognitive et la salle de classe. Alors, Martin, à toi la parole et bon atelier tout le monde. Super. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. C'est une belle introduction. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour tenter de répondre à la question, est-ce qu'on peut vraiment évaluer pour le bien-être de l'élève? Alors, c'est une grande question. On a peut-être déjà des pistes de réponses qui nous flottent en tête en ce moment. On a peut-être des expériences antérieures qui viennent justement nourrir ces pistes de réponses-là. Mais on va creuser cette question-là aujourd'hui. Et comment mieux commencer un atelier qu'avec une petite activité brise-glace, vrai ou faux? Alors, je vous invite à participer dans la boîte de clavardage, juste avec un V ou un F. Et puis, je vous mets un énoncé très simple, évaluer ou évaluation égale stress ou anxiété. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux pour vous? Alors, on voit certainement une tendance vers le vrai, majoritairement. Et puis, on a quelques faux, si je ne me trompe pas, aussi. Alors, dans le fond, ce qui devient évident en répondant tout de suite à cette question-là, c'est que, justement, l'évaluation peut être cause de stress, mais comme le dit Pierre-Luc, ça dépend. Euh, Tout dépend du contexte. Alors, en remarquant quand on a des situations où est-ce que on vit de l'anxiété ou nos élèves vivent de l'anxiété et du stress, mais c'est en remarquant quand ils ne vivent pas de l'anxiété et du stress ou quand nous, on ne vit pas de l'anxiété et du stress, qu'on peut justement devenir intentionnel puis modifier le contexte ou modifier nos gestes pour tendre plus vers l'évaluation au service du bien-être. Alors, on va continuer à réfléchir à cette question-là, puis comment mettre ça en place dans notre salle de classe ou peut-être même dans notre équipe si on travaille dans un service pédagogique ou en tant que direction dans notre équipe école aussi. Alors, de cette question-là découlent nos résultats d'apprentissage. Donc, il y en a deux dans cet atelier-ci. Bien, la première, c'est de comprendre la relation qui existe entre l'évaluation et le bien-être. La deuxième, c'est de mettre en œuvre des actions concrètes d'évaluation au service du bien-être, mais aussi au service de l'apprentissage. Alors, deux grands résultats d'apprentissage. Alors, débutons avec ça. Donc, débutons avec la première partie, la relation entre l'évaluation et le bien-être. Pour ce faire, il faut définir le bien-être. Il y a plusieurs définitions qui existent sur le bien-être. Alors, on veut s'harmoniser avec une définition concrète. Alors, je vous invite à justement participer dans ce Mentimeter-ci. Je vous partage le lien dans la boîte de clavardage et d'y inscrire les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous demande de définir le bien-être. Je vous donne quelques instants pour répondre à la question.
Alors, il y a plusieurs mots qui apparaissent à l'écran. Il y en a un qui, qui revient, je pense, le plus souvent, c'est le mot santé. Donc, bien-être est synonyme de santé. De plus en plus, on commence à constater ça, justement, que lorsque il existe un lien, justement, entre notre psychologie et notre bien-être physique, et nos émotions et notre bien-être physique aussi. On voit le stress qui peut être cause de maladies physiques aussi. Confiance, c'en est un vraiment intéressant. On voit calme, état d'esprit calme, santé mentale. On voit saine alimentation, donc on voit le lien avec l'alimentation. On voit temps pour faire du sport, alors on a la dimension physique ici. Empathie, donc la dimension sociale qui ressort aussi. On voit aussi la dimension émotionnelle revenir quand on parle de motivation, quand on parle de bienveillance. Alors, un des constats qu'on peut ressortir de cette activité-ci, c'est que le bien-être est multidimensionnel. Et puis, souvent, ce qui va nous venir à l'esprit, c'est justement le bien-être physique. Mais lorsqu'on se penche un petit peu plus sur la question, on remarque que le bien-être va bien au-delà du physique. En fait, si on se base sur la stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire, vous allez peut-être remarquer ou connaître déjà cette image-ci qui date de 2016, mais qui nous dit justement que le bien-être tourne autour de ces 4 dimensions-là que vous avez déjà mentionnées, soit le bien-être physique, le bien-être cognitif, le bien-être social et le bien-être émotionnel. Le physique, comme j'ai mentionné, c'est quelque chose qui se remarque quand même assez facilement. Donc, quand quelqu'un n'est pas bien physiquement, on peut le voir. Il y a des signes. C'est pas caché, mais quand on parle de cette dimension-ci, on parle de l'activité physique, on parle d'avoir assez de sommeil, un sommeil profond, on parle d'alimentation saine, de choix sains. La dimension cognitive est un petit peu plus difficile à remarquer. Elle est moins facilement observable, mais elle est quand même observable dans certaines situations. Quand on parle de dimension cognitive, on parle surtout de sentiments de compétence. Les gens qui sont bien cognitivement sont capables aussi de pensée critique et créative, qui est vraiment intéressant aussi. Alors, dans ce sens-là, ça peut peut-être se voir, mais du moins, le sentiment de compétence, je pense qu'on avait fait référence à la confiance à la dernière diapositive, donc se lie un peu à ce sentiment de compétence-là. La dimension sociale se réfère surtout à 2 grands points, soit le sentiment d'appartenance et le sentiment d'autonomie. Quand on parle d'autonomie, on parle de se sentir autonome à faire des choix nous autres, qu'on a un certain contrôle sur notre cheminement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on développe nos compétences en autonomie. Et puis, quand on parle de sentiment d'appartenance, tout le monde a le besoin de se sentir comme si on partage peut-être certaines des valeurs avec un certain groupe et puis qu'on a des relations avec les gens qui nous entourent. Alors, lorsqu'on est capable de faire ceci, on se sent bien euh, sur la dimension sociale. Et la dernière, mais pas la moindre, et surtout celle qui est sûrement la plus flagrante, c'est le bien-être émotionnel. Et puis, souvent, quand on parle de bien-être, puis on pose la question aux élèves et même à certains adultes, on va dire, ça veut dire quoi être bien? Mais ça veut dire vivre des émotions positives. Et effectivement, c'est vrai, mais ça va au-delà de ça. Souvent, on va s'arrêter à ça, puis on va dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de vivre plus d'émotions positives? Mais la vie ne se vit pas tout simplement de manière positive. Dans la vie, on va vivre des moments plus difficiles. Et puis, être bien, ça veut dire d'être capable de reconnaître d'autres émotions. Et puis, d'être capable de gérer ces émotions-là. Et c'est cette gestion-là d'émotions qui va nous permettre à surmonter ces obstacles-là et de retourner justement à des émotions qui sont plus positives. Et puis,
quand on sent comme si on a un contrôle sur ces éléments-là, bien justement, on a tendance à être davantage motivé aussi. Alors, on va revenir à cette définition-là du bien-être et on va s'y référer, mais c'est important d'établir le baseline, notre compréhension commune de c'est quoi le bien-être, pour justement voir où est-ce que ça s'insère dans notre processus d'évaluation, puis comment est-ce qu'on fait pour l'amplifier avec notre processus d'évaluation. Alors, pour ce faire, il faut décrire notre processus d'évaluation assez rapidement. Donc, on se pose la grande question, c'est pourquoi qu'on évalue? C'est quoi les intentions de notre évaluation? Puis ça, faire croître le succès nous le dit, mais il y a aussi beaucoup de recherches qui nous indiquent justement, on évalue pour deux grandes intentions. On évalue premièrement, et le but premier de toute évaluation, là je cite faire croître le succès, là, mais le but premier de toute évaluation, c'est c'est d'être au service de l'élève, au service de l'apprentissage de l'élève, pardon. Alors, c'est vraiment de soutenir l'apprentissage des élèves. Ça peut se vivre de plusieurs différentes façons. Lorsqu'on demande aux élèves de répondre à une certaine question avec un tableau effaçable et de nous montrer leur réponse, bien justement, ça nous donne de l'information à nous en tant qu'enseignants pour voir, bien justement, est-ce que nos stratégies pédagogiques sont efficaces en salle de classe? Alors, si on constate que la moitié de la classe n'a pas eu la bonne réponse ou a bifurqué à a pris un autre chemin de réflexion, bien, à ce moment-là, nous autres, on peut s'adapter, s'ajuster. Et c'est comme ça que l'évaluation est au service de l'apprentissage. C'est en s'ajustant nos stratégies pédagogiques qu'on peut justement mieux soutenir l'apprentissage de nos élèves. Ça peut aussi nous permettre d'offrir de la rétroaction sur leur travail qu'ils peuvent utiliser et puis apprendre pour apprendre justement sur les concepts à l'étude. Ils peuvent aussi peut-être s'utiliser en tant que collègues pour s'offrir de la rétroaction, s'évaluer entre eux, mais aussi s'auto-évaluer, puis s'offrir de la rétroaction à eux-mêmes aussi. Mais tout ça, ça englobe l'évaluation qui a comme but de soutenir l'apprentissage des élèves. Et quand on parle de ce genre d'évaluation-là ou cette intention d'évaluation-là, on parle vraiment de l'évaluation au service de l'apprentissage et l'évaluation en tant qu'apprentissage. Et puis la deuxième intention, qui est celle avec laquelle souvent on est plus à l'aise en tant qu'enseignant à cause justement de la façon que nous autres, on s'est fait enseigner, c'est l'intention de déterminer le rendement des élèves. Mais comme qu'on l'a vu, peut-être dans faire croître le succès, ça ne devrait pas être la première intention, ça ne devrait pas être l'intention la plus importante. Mais quand on parle de déterminer le rendement des élèves, on parle de l'évaluation de l'apprentissage. Donc, c'est en comprenant justement ce processus évaluatif-là qu'on peut justement prendre notre définition du bien-être, puis de voir, bien, où est-ce que ça peut s'insérer dans notre processus d'évaluation. Pour ce faire, on peut se poser la question, quelle est la relation qui existe entre le bien-être et l'évaluation? Alors, ce que je vous présente à l'écran, c'est une image qui va nous permettre peut-être d'adresser cette question-ci. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est trois cercles. Les deux plus petits, en bleu et en vert, représentent l'évaluation au service de l'apprentissage et l'évaluation en tant qu'apprentissage. Et le grand cercle rouge représente l'évaluation de l'apprentissage. Alors, la question qu'on se pose ici, bien, avant de rentrer dans la question, en fait, une dernière information, la grandeur du cercle représente la valeur qu'on attribue à ce type ou cette intention d'évaluation-là. Alors, la question que je vous pose ici, puis c'est une grosse question, alors prenez votre temps, prenez quelques instants pour y réfléchir et après ça, j'aimerais ça vous entendre par rapport à ceci. Mais quels sont les effets possibles sur le bien-être de nos élèves lorsque la valeur attribuée aux intentions d'évaluation ressemble à ceci? Donc, c'est quoi les effets lorsqu'on valorise davantage l'évaluation de l'apprentissage? Je vous donne quelques instants pour y réfléchir.
Alors, je vois déjà des pistes de réponses qui apparaissent à la boîte de clavardage vraiment intéressant. J'aimerais ça creuser un petit peu plus loin. Puis je vous ai mis le cercle du bien-être là, avec les 4 dimensions pour y faire référence. Mais la question, c'est qu'est-ce qui arrive à notre bien-être lorsque ça ressemble nos intentions ou la valeur attribuée à nos intentions d'évaluation ressemble à ceci? Alors, je vois Christine et Corinne, vous avez dit anxiété et stress. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça? Sentez-vous à l'aise d'ouvrir votre micro pour justement partager si vous sentez à l'aise, là, justement? Oui, bien, c'est que si l'enseignant porte plus attention sur l'évaluation finale, l'évaluation de l'apprentissage, bien, ça donne le message aux élèves que c'est le résultat final, dans le temps, c'est à ce moment-là qu'on regarde seulement ce qu'il est capable de faire, alors que c'est pas le processus au complet. C'est pas lors de l'apprentissage en tant qu'apprentissage qu'on mise, c'est plutôt à la fin, donc c'est là que ça devient plus de l'anxiété. Merci beaucoup, Christine. Puis ce que j'entends dans tout ça, j'entends le mot processus. Donc, au lieu du processus, on se concentre sur la finalité. Puis j'ai vu ça dans les pistes de réponse aussi. On se base sur Euh, la finalité. Oui, il y a quelqu'un qui Martin veut Parent. mentionner quelque chose? Oui. Ah, je vous demanderais peut-être d'éteindre votre micro, s'il te plaît. Euh, alors, si on mise pas sur le processus, ça veut dire que peut-être qu'on ne donne pas autant de rétroaction qu'on le souhaiterait. Alors, au niveau cognitif, le sentiment de compétence, on le développe peut-être pas autant qu'on le ferait si on miserait davantage sur l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, quand on fait référence à notre domaine cognitif du bien-être, ben, il y a peut-être cet élément-là. Je vois plusieurs stress qui revient souvent. Si on fait référence justement à la dimension sociale, qui n'a peut-être pas été mentionnée ici, quel est l'effet d'une évaluation ou d'une valorisation de ces intentions d'évaluation-là sur la dimension sociale? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des pistes de réflexion par rapport à ça? Qu'est-ce que ça fait au bien-être social de nos élèves lorsqu'on valorise l'évaluation de l'apprentissage comme ça? Moi, je trouve qu'au secondaire, ça fait, ben, ça a deux effets. Ça fait comme un élément de compétition, un peu, de notes. Puis ça fait aussi, hum, c'est bizarre de le dire, mais c'est sécurisant pour les élèves, je trouve, au secondaire, les élèves performants. On évalue la performance, quand on fait l'évaluation de l'apprentissage, c'est souvent un format vraiment préconçu. Ils connaissent la formule, comment bien réussir, comment jouer le jeu de l'école. Fait que c'est quasiment sécurisant pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'apprendre, puis certainement pas en train d'apprendre en profondeur. Puis c'est ça que ça fait le social, là, ça fait de la compétition sur quelque chose, sur la note, sur quelque chose qui est pas vraiment ce qui devrait être au premier plan, là. Merci beaucoup, Nancy, pour ton commentaire. Puis en fait, tu sais, le mot qui me revient, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, si on fait référence à notre dimension sociale du bien-être, quand on se sent bien, on se sent comme si on appartient au groupe. Puis, compétition, ça vient un peu à l'encontre du sentiment d'appartenance. Donc, quand on se sent bien dans un groupe, ben, on s'entraide, on s'offre la rétroaction. On se permet de se guider vers notre cible préétablie. Alors, ce que tu viens de mentionner, c'est exactement ça que j'avais en tête aussi, mais ça vient nuire un peu à la dimension sociale du bien-être. Stéphane, voulais-tu rajouter quelque chose? Ah, c'était juste pour faire du pouce là-dessus. C'était plutôt pour dire que ça peut être sécurisant pour ceux qui performent, mais ceux qui ne performent pas, pour eux, mais ça devient une grosse cause de stress. Puis tu parles de la collaboration ce matin à mon autre travail. J'ai écouté un podcast, puis on disait
c'est en anglais, mais Collaboration in the Real World is Cheating in School. Il parlait c'était des enseignants de l'Alberta qui parlaient que lui, il donnait un test, puis l'évaluation était faite par son département, puis il n'avait même pas le droit de la redonner aux élèves tellement c'était. Donc, ça mettait vraiment des barrières à la collaboration. Puis j'ai vraiment aimé cette citation-là que je l'ai écrite sur mon tableau à côté de moi en arrivant au travail, mais je trouvais ça intéressant. Merci C'est beaucoup tout. du partage, Stéphane. C'est vraiment intéressant. Puis, en fait, faites l'expérience dans votre salle de classe. Demandez si vous écrivez sur des tableaux blancs, mais demandez à vos élèves de s'inspirer des réponses des autres pour voir justement leur réaction face à ça. Moi, ce que je faisais en salle de classe dans mon cours de maths, puis mes élèves disaient: Ah, je ne peux pas regarder ailleurs, c'est tricher. En fait, comment tu sais que la réponse est bonne? As-tu réfléchi à tout ça? Puis, donc, ça engendre une panoplie de questions. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rajouter un commentaire? Je vois plusieurs commentaires dans la boîte de clavardage. C'est difficile de suivre tout ça, mais sentez-vous à l'aise de prendre la parole ici. Une des réflexions que j'ai en écoutant la conversation, c'est aussi au niveau du bien-être cognitif. Alors, le sentiment de compétence. Donc, tu sais, à court terme, on voit des élèves qui peut-être sont performants, puis peut-être que nous autres même, on se voit là-dedans en tant qu'anciens élèves qui avaient souvent les enseignants ont eu une facilité à l'école, alors on a trouvé ça le fun, fait qu'on a décidé de continuer dans cette veine-là. Mais à certains moments, lorsque justement quelqu'un l'a mentionné, on apprend du par cœur pour un test, bien, éventuellement, ce n'est pas un apprentissage profond et durable. Alors, éventuellement, ça nous rattrape et ça vient causer davantage de stress et de questionnement chez plusieurs de nos élèves. Et ce qu'on voit en ce moment au niveau universitaire, dans la première année d'université, c'est justement l'effet de ceci, le manque de bien-être cognitif, à cause qu'on a un manque de sentiment de compétence, à cause tout d'un coup, on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait au secondaire. Alors, on parle de peut-être bien-être au court terme, mais pas au long terme ici. Je relance la question en changeant les dimensions ici. Quels sont les effets sur notre bien-être si notre valorisation face à nos intentions d'évaluation ressemble plutôt à ceci? Puis là, je vous invite à prendre la parole si vous voulez partager quelque chose. Levez la main. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Oui, Nancy. Mais pour moi, ce système-là valorise le processus. Il y en a quelqu'un qui l'a mentionné déjà, là, mais le processus, puis c'est là que l'apprentissage se fait parce que c'est là qu'on fait des erreurs puis qu'on réessaye des nouvelles choses. Fait que si on passe plus d'énergie là, comme ce modèle-là, il me semble que ça peut donner plus la place à faire des erreurs, mais surtout à risquer de faire des erreurs. Tu sais, on n'a pas peur de faire l'erreur, puis c'est là qu'on apprend vraiment. Fait que pour moi, ça aurait pour le bien-être des élèves, ça serait comme rassurant. Ça serait moins axé sur la performance. Ça serait plus sur, ben, t'es où? T'essayes quoi? Puis tu te rends où? Ben, tout le monde peut réussir là-dedans, là, parce que tout le monde a son processus. Fait que ça aurait une incidence vraiment positive, là, pour le bien-être. Absolument. Puis encore le mot processus qui revient. Puis une des réflexions qu'on peut avoir lorsqu'on réfléchit à ça, c'est que l'évaluation au service de l'apprentissage, ce processus-là, peut aussi éventuellement venir nourrir notre évaluation de l'apprentissage. Alors, si on a fait cette panoplie-là, puis on a recueilli cette panoplie-là de preuves d'apprentissage, bien éventuellement, on arrive, puis notre jugement professionnel est déjà fait un peu. On a déjà un jugement qui est
juste et éclairé par rapport à toutes ces preuves d'apprentissage-là qu'on vient de recueillir. Et Christine parle justement d'un partenariat, donc on voit la dimension sociale qui augmente aussi. Et puis, cet atelier-ci ne porte pas nécessairement tout simplement sur l'évaluation au service de l'apprentissage, mais on le sait aussi que le plus qu'on voit, on se fait tester, le plus qu'on a la chance de mettre en pratique nos apprentissages, le plus qu'on apprend de manière durable. Alors, évaluer plus fréquemment, on apprend plus profondément et de manière plus durable avec ça, mais c'est aussi au service du bien-être. Alors, je reprends notre cercle, notre définition du bien-être, et on voit ici que lorsqu'on priorise l'évaluation au service de l'apprentissage et en tant qu'apprentissage, c'est réellement au service du bien-être. On voit que le plus qu'on offre la chance aux élèves de se pratiquer, de s'entraîner, bien, le plus que leur sentiment de compétence peut augmenter. Donc, on obtient de la rétroaction, on peut s'améliorer, on peut faire des erreurs, comme Nancy l'a mentionné, et on peut justement cheminer de cette façon-là. Le sentiment d'autonomie, bien, si on valorise vraiment l'évaluation en tant qu'apprentissage, ça veut dire qu'en quelque part, l'élève est en train de se mettre des cibles, est en train de savoir sur quoi qu'on se penche en salle de classe, c'est quoi qu'on apprend, c'est quoi nos critères d'évaluation, et peut s'auto-évaluer. Donc, ça fait partie de l'évaluation au service de l'apprentissage, c'est l'élève s'auto-évalue, offre de la rétroaction à ses collègues aussi. Alors, on bâtit le sentiment d'appartenance, comme on l'a mentionné. Et finalement, les élèves peuvent vivre des émotions positives. Donc, surtout les élèves qui, arrivés au grand test, si on n'a pas plusieurs évaluations au service de l'apprentissage avant, arrivé le jour J, bien justement, si on n'a pas une bonne journée, on va peut-être vivre des émotions qui sont très négatives face à ça. Alors, ce qu'on risque de faire, c'est peut-être faire vivre des émotions plus positives de manière plus fréquente avant ce jour J-là. Ce qui nous aide à découler justement, à comprendre la relation entre l'évaluation et le bien-être, ça nous aide à découler dans notre partie B. Alors, c'est quoi les gestes concrets qu'on peut faire en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, en tant que direction d'école pour prioriser le bien-être dans notre processus d'évaluation? Et il y a des choses, c'est ma partie préférée de l'atelier, mais il y a des choses, je pense, je vais dire percutantes, mais choquantes dans cette section-ci de l'atelier qui peuvent venir nous surprendre, je crois. Alors, j'ai divisé ces gestes concrets-là dans deux catégories. La première, c'est d'augmenter la fréquence de nos évaluations au service de l'apprentissage. Et la deuxième, c'est de favoriser l'engagement et la persévérance par l'entremise de notre évaluation. Alors, si on se lance avec le premier geste, qui est d'augmenter la fréquence de nos évaluations, on va partir avec une question. La question de départ, grosse question, peut-être en lien avec la première question que je vous ai posée, mais vrai ou faux, les élèves aiment se faire évaluer. Je vous invite à partager votre réponse dans la boîte de clavardage. Allons-nous avoir consensus? Ah, Lynn vient de briser le consensus, ça dépend. Ça dépend, c'est une réponse qu'on peut mettre pas mal partout et on a raison, en fait. Et j'aime particulièrement la réponse à Christine. Ils aiment savoir comment s'améliorer. Alors, on va revenir sur cette idée-là d'aimer, de savoir comment s'améliorer. Puis on se pose la question, est-ce que notre évaluation permet de savoir comment s'améliorer? C'est une grosse question aussi, mais on va toucher à ces points-là aussi. Alors, en fait,
vous avez raison, c'est faux. Puis c'est particulièrement faux si on n'évalue pas de manière fréquente. Et ce qui se passe majoritairement, c'est qu'on va vivre peut-être une évaluation par domaine ou par module ou par unité. Donc, ça va être une grande évaluation. Puis dans certains cas, on va vivre peut-être un grand examen à la fin du semestre au secondaire. Mais dans le fond, si on n'a pas la chance de se pratiquer fréquemment, bien, c'est vrai qu'on n'aime pas l'évaluation. Par contre, ce que j'aimerais vous présenter, c'est de la recherche qui indique le contraire. En fait, les élèves aiment se faire évaluer. Comme Christine le dit, bien, s'ils savent comment s'améliorer avec cette évaluation-là, et si on augmente la fréquence de ces évaluations-là. Donc, ça peut sembler contre-intuitif, mais d'évaluer plus fréquemment fait en sorte que le bien-être augmente. Puis, il y a une recherche qui a parti le bal dans cette veine de pensée-là. Et vous avez le lien au bas du document. Je vais vous partager la présentation à la fin de l'atelier, mais c'est une recherche qui mettant en évidence une procédure qui s'appelait One Exam Per Day Procedure. Donc, cette recherche-là a été faite en 2002, mais a été répliquée par la suite, puis et ensuite des méta-analyses qui ont été faites par rapport à ça. Mais dans le fond, c'était un cours universitaire où est-ce qu'on donnait une évaluation par jour. Et en fait, cette évaluation-là, ce n'était pas 1 heure à chaque jour, mais c'était des petites évaluations, mais on testait à tous les jours. Puis on voulait savoir, bien, est-ce que les élèves aimaient ça? Donc, on a donné un questionnaire et puis on a demandé aux étudiants de répondre à ce questionnaire-là. Donc, le premier énoncé dans le questionnaire, c'était « J'étais sceptique lorsque la procédure a été décrite pour la première fois ». Donc, 48% ont dit « Effectivement, j'étais sceptique ». Puis, je suis d'accord, moi aussi, je le serais sceptique si on me disait ben, « Tu vas te faire évaluer à tous les jours ». Le deuxième énoncé, j'ai étudié plus pour ce cours que pour la plupart des autres cours. 70% ont dit qu'ils étaient d'accord avec ça. Le troisième énoncé, j'ai davantage appris avec cette procédure que je ne l'aurais faite avec seulement quelques évaluations. 79% disent avoir appris plus. Donc, c'est là qu'on voit l'évaluation au service qui soutient l'apprentissage. Donc, on a plus de rétroaction, on a plus de chances de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs-là. Le quatrième énoncé, j'ai été plus en mesure de suivre ce cours comparativement à mes autres cours. 91% se disent être capables de suivre ce cours-ci de manière plus facile que les autres cours. Le cinquième énoncé, si j'avais le choix, je choisirais cette procédure plutôt que d'avoir seulement quelques évaluations. Ça, c'est une grosse question. Donc, on choisit d'avoir cette procédure, de se faire évaluer à tous les jours. 67% sont d'accord avec ça. Ce cours m'aidera à gérer mon temps d'études à l'avenir. 74% sont d'accord avec ça. Gros énoncé, j'aime mieux la procédure d'une évaluation par jour que seulement quelques évaluations. Donc, on aime mieux cette procédure-là. 77% sont d'accord avec cet énoncé-là. La procédure d'une évaluation par jour a été une expérience terrible. 90% ne sont pas d'accord avec ça. Donc, c'est un bon signe. La plupart des gens n'ont pas trouvé ça comme une expérience terrible. Puis là, en fait, est-ce qu'on la recommanderait au prochain semestre? 81% disent oui, 0% disent non. Alors, ça partit le bal au niveau de la recherche en lien avec l'évaluation de manière plus fréquente. C'est que justement, les élèves aiment se faire évaluer quand que le stress lié à l'évaluation diminue. Lorsqu'on sait à quoi s'attendre dans cette évaluation-là, puis on peut se servir des informations dans ces évaluations-là pour apprendre. Donc, pourquoi que ça diminue le stress? Bien, c'est à cause que justement, on pratique ce qu'on appelle la récupération en mémoire. Donc, on se pratique d'aller récupérer certaines informations dans notre mémoire. Et ça, c'est corrélé avec une diminution de stress. Quand on parle de récupération en mémoire, bien, on parle de justement entraîner notre cerveau à aller chercher certaines informations. Donc,
On parle de billets d'entrée, de billets de sortie, de quiz, de formative, de tests. Grosso modo, moi, j'utilise un terme pour ça, c'est de l'entraînement. C'est une pratique. Et pourquoi ça diminue le stress? Bien, ça diminue le stress à cause souvent le stress et l'anxiété, comme qu'on le sait très bien, est souvent associé à une perception de manque de contrôle. Donc, lorsqu'on se sent comme si on n'est pas en contrôle d'une situation, bien, c'est là que notre niveau de stress et d'anxiété augmente. On le sait dans notre vie au quotidien. Lorsqu'on vit des situations où est-ce qu'on n'est pas en contrôle, bien, c'est là que notre anxiété augmente. Et c'est la même chose pour les élèves, mais en vivant des évaluations de manière très fréquente, presque à tous les jours, bien, on se sent très en contrôle de la situation. On a un contrôle sur notre processus d'apprentissage. On devient davantage autonome. On se sent davantage comme on appartient au groupe. On se sent davantage compétent. On vit davantage d'émotions positives face à notre apprentissage. Donc, justement, il y a eu d'autres recherches qui démontrent que plus on augmente la récupération en mémoire, plus on augmente le sentiment de compétence, plus on augmente le sentiment d'autonomie et plus on diminue le sentiment de stress. Alors, pour revenir, je l'ai déjà mentionné, mais pour revenir sur notre bien-être, évaluer très fréquemment augmente le bien-être. Et c'est cette information-là qui est venue me chercher, moi, quand je l'ai apprise, justement, mais de manière intuitive, lorsque je réfléchis à ma pratique en salle de classe, c'est vrai ce que la recherche démontre. Un des éléments sur lesquels on n'a pas discuté, c'est la motivation. Donc, quand on se sent bien, on est motivé. Et puis, en fait, il y a d'autres recherches vraiment intéressantes à cet égard-là qui démontrent que l'évaluation fréquente permet à augmenter la motivation. Quand on adresse justement la question de motivation, souvent on peut se poser la question, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que nos élèves réussissent à cause ils sont motivés? Ou est-ce qu'ils sont motivés pour réussir? Puis souvent, on pense que la motivation est un précurseur. On doit être motivé pour bien réussir. Mais ce que la recherche nous démontre, c'est que, en fait, c'est le contraire. La réussite est un précurseur à la motivation. Donc, plus on réussit, plus on est motivé. La recherche par Garon et Hall en 2016, justement, met en évidence ça. Donc, on a testé justement des élèves en mathématiques, première année, deuxième année, quatrième année. Donc, on voulait voir, est-ce que la réussite en première année prédit la réussite en deuxième année? On voit une corrélation de 0,76, quand même assez forte. Une corrélation parfaite, c'est 1. Donc, on voit que, évidemment, si tu réussis bien en première année, tu vas bien réussir en deuxième année. Et la même chose est vraie en quatrième année. Donc, la réussite en deuxième année prédit la réussite en quatrième année. On peut se poser la question pour la motivation maintenant. Est-ce que la motivation en première année prédit la motivation en deuxième année? Et effectivement, mais un degré moins important, donc une corrélation de 0,31, c'est quand même une corrélation positive. Donc, il y a quand même un aspect. Donc, la motivation prédit quand même la motivation en deuxième année, mais pas autant que la réussite. Et on voit des chiffres sensiblement semblables de la deuxième à la quatrième année. Une question plus importante maintenant, ou plus intéressante ici, c'est est-ce que la réussite peut venir prédire la motivation? Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que la réussite en première année vient prédire la motivation en deuxième année. Donc, encore un peu moins, de manière moins importante, mais la corrélation est quand même là. Et la même chose, on perçoit la même chose en deuxième année et en quatrième année. Donc, la réussite en deuxième année peut venir prédire la motivation en quatrième année. Lorsqu'on regarde au contraire, est-ce que la motivation vient prédire la réussite? Bien, on trouve des corrélations soit négatives ou neutres. Donc ici, on a une corrélation d'à peu près 0 ici. Donc, on voit ici que la motivation ne vient pas prédire la réussite, qui est souvent quelque chose qu'on entend dans nos conseils scolaires et dans nos écoles aussi. Ah, l'élève n'est pas motivé, alors il ne va pas bien réussir. Mais la question qu'on peut se poser grâce à ces informations-ci, c'est comment est-ce qu'on va faire réussir l'élève pour augmenter sa motivation?
Et une partie de la réponse ici, c'est d'augmenter la fréquence des évaluations. Si on vit plus d'évaluations, si on s'entraîne davantage, bien, à ce moment-là, on augmente la motivation, on a un plus grand sentiment de compétence, on a un plus grand sentiment d'autonomie, on vit plus d'émotions positives et on a tendance à être plus motivé aussi. Alors, l'information vraiment percutante et vraiment intéressante qui vient justement changer notre perspective face à la motivation et le bien-être et l'évaluation, dans le fond. Et je reviens avec cette citation-là de faire croire le succès. Le but premier de toute évaluation et de la communication du rendement est d'améliorer l'apprentissage de l'élève. Ça, je pense qu'on le sait très bien. Mais la deuxième phrase que j'ai rajoutée, qui ne figure pas dans faire croire le succès, mais ça serait intéressant de le rajouter, et l'amélioration de l'apprentissage est au service du bien-être de l'élève. Donc, non seulement est-ce que l'évaluation au service de l'apprentissage augmente l'apprentissage, mais améliore aussi le bien-être. Donc, j'aimerais vous laisser, la formation tire déjà à sa fin, mais j'aimerais vous laisser avec un genre de billet de sortie qui clôt un peu toute cette présentation-ci. Et puis, dans les prochaines diapositives, et puis, je vais vous partager le diaporama aussi, comme ça, vous ayez accès à ça. Mais dans les prochaines diapositives, ce que vous allez voir à l'écran, ce sont des énoncés qui reviennent de la recherche de Roch Chouinard au Québec, qui met en évidence des pratiques pédagogiques qui sont favorables à l'engagement et la persévérance, qui sont dans le fond au service du bien-être et de l'apprentissage. Donc, il y en a à peu près une dizaine d'énoncés. Ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de choisir un énoncé et de réfléchir à comment que vous pouvez mettre ça en place dans votre pratique en tant que conseiller pédagogique, en tant qu'enseignant, enseignante, en tant que direction de service ou direction d'école. Comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place dans votre pratique? Donc, c'est une autre grosse question. Je vais vous donner... Ah, vous n'avez pas accès. Je vais vous donner accès tout de suite à la présentation. Désolé. Et voilà, vous devriez avoir accès. Alors, je vais vous donner quelques instants pour actualiser la présentation à laquelle vous avez maintenant accès, d'aller aux diapositives 30 et 31 et de choisir un énoncé et de vous mettre un objectif ou de réfléchir à comment vous pouvez mettre ça en place dans votre pratique à vous. Et je vous invite à le partager dans la boîte de clavardage, cet énoncé-là que vous avez choisi. Alors, je vois plusieurs réponses apparaître dans la boîte de clavardage. On voit varier et différencier les méthodes évaluatives. On voit le droit de se reprendre qui revient assez fréquemment. Puis au début aussi, on avait
beaucoup valorisé le dépassement de soi et de l'effort, qui est quelque chose de super important, mais je pense la plupart d'entre nous, on est des conseillers pédagogiques, mais ça s'applique même aux directions aussi. Mais est-ce qu'on valorise le dépassement de soi et de l'effort chez les gens qu'on accompagne ou dans nos équipes, à nous autres, au service pédagogique? Est-ce qu'on valorise ce dépassement de soi-là? À quoi ça ressemble le dépassement de soi et la valorisation de l'effort? Donc, on joue un rôle. Un de mes derniers messages ici, c'est que justement, on joue un rôle clé dans cette fractale-là qui peut exister. Donc, nos gestes et notre valorisation se fait savoir à travers de notre système. Alors, si on commence à prendre ces gestes-là, même si on n'est pas en salle de classe, mais si on commence à valoriser ces actions concrètes-là, bien, ça commence à se ressentir même sur le terrain. Et puis, ça peut commencer à engendrer des fractales même au niveau de la salle de classe. Alors, c'est le dernier message avec lequel je voulais vous laisser aujourd'hui. Je vous laisse avec aussi 2 ressources. Une qui est personnelle, donc qui est un gabarit de planification. Puis là, je vais vérifier si j'ai bel et bien partagé à tout le monde. Oui, c'est parfait. Alors, dans ce gabarit de planification-ci, ça nous permet justement de voir à quelle fréquence on utilise l'intention de l'évaluation au service de l'apprentissage. Donc, on peut mettre nos tâches évaluatives, on peut même mettre les attentes auxquelles on touche, mais voir justement avec des X, quelle est la fréquence à laquelle on évalue au service de l'apprentissage. Donc, à retourner en salle de classe, c'est un outil sur lequel je miserais. Je pense que c'est un outil vraiment intéressant, puis on peut même réfléchir à d'autres aspects de notre évaluation aussi par rapport au mode d'évaluation. La rétroaction aussi, ça vient de qui? Puis la pondération de cette évaluation-là. Et finalement aussi, je vous laisse avec le site web Évaluer, différencier, réussir, une panoplie d'informations sur ce site web-là aussi que je vous invite à aller explorer, qui peut vous servir aussi face à ce sujet-là. Simone vient de le partager dans la boîte de clavardage. Alors sur ça, je vous dis un grand merci et puis à la prochaine. Je vais prendre le dernier mot, Martin, pour te remercier infiniment pour tout ce beau partage-là que tu nous as offert cet après-midi. Évaluer pour le bien-être, ça vient, c'est peut-être un concept dichotomique, mais avec Martin, on apprend vraiment comment c'est nécessaire d'évaluer. Au contraire, pour le bien-être des élèves, puis ils en sont contents et très fiers. Alors, moi, ici, je vais mettre, bien, écoutez, Simone l'a mis aussi pour compléter le sondage de satisfaction de la rencontre. Donc, je vous invite à le faire. Je te remercie encore une fois, Martin, et je vous souhaite une bonne continuation à tous les participants pour cet après-midi. Je vous invite naturellement à assister à la conférence de clôture avec Steve Masson, qui va être vraiment intéressante sur ça aussi. Encore merci. Bon après-midi. Marie-Claude, ton micro est fermé. Simone, as-tu arrêté l'enregistrement? Ok. Oui.